Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le tour d'horizon de l'actualité de la semaine écoulée avec des spécialistes de l'information et de la communication. C'est bien évidemment ici sur Club Média 7. Une actualité qui est commentée, décortiquée, décryptée ici. Et je reçois ce dimanche soir Michel Aonon, directeur de publication du quotidien Palmarès. Michel Aonon, bonsoir. Bonsoir, chers confrères. Bonsoir, téléspectateurs de l'ERTV. Le second invité de ce plateau, Anon Boris Tougan, directeur général du quotidien L'Enquêteur. Il va certainement nous rejoindre en cours d'émission. D'accord. Inaugurons ce numéro de Club Média 7 avec la revue de presse hebdomadaire. C'est sous la plume et avec la voix off de Marcela Rossi. Appel au troisième mandat de Patrice Talon, ballon d'essai, agitation ou tractation politique. 1000 questions apparaissent dans les médias cette semaine. Mais si c'était un ballon d'essai, il est percé et dépourvu des qualités pour rebondir à nouveau. En plus d'être aberrant, voire irrespectueux de la personne du chef de l'État, ces appels à un troisième mandat sont inopportuns, analyse bon nombre de personnes approchées par Gasquiani Info. Un troisième mandat, il doit être difficile de croire que Patrice Talon en soit demandeur, selon le quotidien Palmarès. Mieux, l'intéressé, le chef de l'État, n'a de cesse chanter sa bonne foi. En juillet 2021, à l'occasion de la deuxième édition du sommet citoyen ouest-africain sur la bonne gouvernance, l'alternance et la démocratie tenu à Cotonou, il avait lui-même déjà donné le ton, rappelle Gasquiani Info. Invité d'honneur à ce sommet qui a réuni près de 150 délégués des organisations de la société civile des pays de la CEDEAO, le président de la République s'est fait précis sur le sujet. L'évidence est claire. Limiter les mandats est à tout égard au profit du peuple. Je m'associe pleinement à votre action et je m'engage devant vous à la défendre, aurait ajouté Patrice Talon. Mais cette déclaration de bonne intention du locataire du palais de la Marina semble ne pas dissuader ses soutiens aux idées rétrogrades et tordues. Des pratiques qui n'honorent pas notre démocratie, selon Théodore Olo, qui poursuit dans Fraternité que seuls les pays d'Afrique francophone ont ce genre de situation. Comme les vagues de la mer, le prolongement anticonstitutionnel du pouvoir revient avec insistance vers la fin du dernier mandat de nombre de chefs d'État africains, comme au Sénégal, en Côte d'Ivoire et plus à côté au Togo, pays voisin. L'idée agite toujours l'opinion. Mais quand vous prenez les pays anglophones, à l'exception de l'Ouganda et un peu du Zimbabwe, c'est déjà réglé, selon Théodore Olo. Tous ces pays, non seulement ont prévu la limitation des mandats, mais respecte la limitation des mandats, comme pour répondre à Jacques Migan, ancien bâtonnier et acteur politique qui n'a pas su garder sa langue. Sûr de son affaire et convaincu de trouver preneur, il a tout fait de revenir sur la place publique avec cette blague de mauvais goût, relève Fraternité. Fort heureusement, Théodore Olo, professeur de droit public et ancien président de la Cour constitutionnelle, veillait au grain. Sans se faire prier, il a sèchement recadré le promoteur de cette entorse à la démocratie, comme il est bien lisible dans la parution du journal Palmarès. Pour avoir tenu ce genre de propos au Niger pour susciter un troisième mandat du président Mahamadou Issoufou, 2 jeunes de la société civile ont été condamnés à des peines de prison, rapporte Fraternité. À peine les législatives terminées, 2026 cristallise déjà les attentions. Des appels à la prière pour telles des sorties de creuset politiques qui sonnent la remobilisation, des appels de pied par des subterfuges au chef de l'État. Les réactions se multiplient ces derniers jours. À tout point de vue, selon Matin Libre, ce remue-ménage politique qui s'observe a pour point de mire 2026. Au Bénin, la politique est souvent trop présente dans les débats. À peine une élection terminée qu'une autre se prépare. Si 2026 devrait consacrer la fin du pouvoir Talon, peut-on dire la même chose du système qu'il incarne depuis 2016? La thèse du successeur sorti des entrailles du pouvoir est toujours d'actualité, estime Matin Libre, même s'il nul ne peut mettre pour l'heure un nom sur le visage du potentiel dauphin. Le développement de l'actualité ces derniers jours prouve à suffisance que le chantre de la rupture peut rebattre les cartes à tout moment, ce qui ne devrait plus être le cas, d'autant plus que la réforme du système partisan était supposée régler la question, selon le quotidien. Dès lors, tout potentiel dauphin devrait venir des partis politiques et son nom connu à l'avance, comme cela se passe dans les grandes démocraties avec l'organisation des primaires. Certes, ce n'est pas encore tard,
Mais rien n'est sûr à l'heure actuelle. Claudine Prudencio n'est pas limogée, il y a eu juste changement à la tête de l'INF. Selon l'événement précis, Wilfried Léandre Mbedi, porte-parole du gouvernement, a fait des clarifications sur Océan FM le 17 mars dernier. Le départ de Claudine Prudencio de la présidence de l'Institut national de la femme n'est pas un licenciement, mais plutôt un changement. Il ne s'agit ni d'une éviction, ni d'une sanction venue du président de la République à l'encontre de la désormais ex-présidente de l'INF, Claudine Prudencio. Il y a eu de changements, ce n'est pas un limogeage. Selon le matinal, il a invité les Béninois à considérer le départ de Claudine Prudencio comme un fait normal et que sans aucun doute, les développements prochains de l'actualité nationale permettront de constater que le choix est fait pour tenir compte d'une certaine dynamique. Cour constitutionnelle, la fin est imminente pour la mandature actuelle et l'on connaîtra d'ici le 16 mai prochain les nouveaux membres dont l'installation est attendue pour le 6 juin, espère le quotidien de service public. Bien entendu, l'un des grands challenges de la 7e mandature de la Cour constitutionnelle sera la gestion du contentieux des législatives et la proclamation des résultats de l'élection présidentielle de 2026, les premières en matière d'expérience d'année électorale au Bénin. Ce sont d'ailleurs les seules élections qu'aura à gérer la 7e mandature de la Cour constitutionnelle avant de s'éclipser en juin 2028, fait remarquer la nation. Finissons avec la revue de quelques grands titres de la semaine. Les pharaons. Le Bénin en tête au niveau de l'UEMOA dans la course à l'intelligence artificielle. Le Soleil Bénin Info. Descente sur le site du marché de Gros à Abom et Calavi. Patrice Talon, soucieux de l'accélération rapide des travaux. La modernisation des marchés est en marche sous la rupture. L'événement précis. Interdiction de visite à la détenue à Promissérité, les avocats de Madougou dénoncent l'arbitraire, l'opposition interpelle le pouvoir. La Croix du Bénin, lancement du programme Église verte, une initiative pour la conversion écologique. La Nouvelle Tribune, BR, UP et pouvoir après 2026, la cacophonie des ambitions. Matin libre, politique nationale, Joseph Diogbenou, abandonné de tous, Bénin intelligent, route de l'esclave, le projet pourfendu prend corps. Merci à vous, cher Marcela Rossi, pour ce condensé de l'actualité traité par les journaux au cours de la semaine. Place à la deuxième rubrique de l'émission, 7 jours au Bénin. Michel Aonon, Patrice Talon était jeudi dernier au marché de Gros, d'Abom et Calavi. C'est un grand pôle agroalimentaire, du Grand Okoué qui est en construction. Il est appelé à abriter dans les tout prochains jours la plupart des étalages de l'actuel marché international du Tantokwa. Quel sens revêt pour vous cette descente du chef de l'État? Oui, cela rentre dans le cadre de l'action du gouvernement, à savoir que le président de la République, tout à l'entame de ce projet, avait rencontré les usagers du marché d'Antokba pour expliquer le bien fondé de cette initiative. Et donc, considérant le fait que le projet de construction de ce marché est inscrit au programme d'action du gouvernement, il est quand même de bon ton que le président de la République fasse le déplacement. Mais il est rare quand même de voir le président Talon sur le terrain comme ça, notamment sur les chantiers de construction. Et il aurait pu envoyer le ministre des Infrastructures et des Transports, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, qui sont, à mon sens, les ministères concernés. Mais si le chef de l'État décide de se déplacer lui-même, ça veut dire que peut-être qu'à l'allure où vont les choses, ça devient une préoccupation majeure et qu'il est préoccupé aussi par le fait que le chantier s'accélère et que cela puisse aller très vite pour le bonheur des usagers et des populations en général. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, les populations dont les propriétés ont été expropriées dans le cadre de l'exécution de ce projet ont été sommées récemment aussi par les services compétents pour que ceux qui ont déjà été dédommagés puissent libérer les emprises et tout. Donc, si le président de la République effectue un déplacement pareil, je pense que c'est une préoccupation gouvernementale
Et étant donné que l'exécution du projet entre dans le cadre de l'exécution du programme d'action du gouvernement, le déplacement du chef de l'État est bien justifié. Le chef de l'État qui est en mode contrôle, il est allé constater l'état d'avancement des travaux. Un chef de l'État très attaché à la construction, à la réalisation d'infrastructures de développement, les stades, les marchés, les routes. Oui, vous savez, au début, je crois, au début du premier quinquennat, c'était courant 2017, je crois, lorsque le président de la République a rencontré les maires, notamment les maires des communes du Grand Okoué pour le projet de construction des infrastructures marchandes, par exemple. Moi, j'avais estimé que comment l'État central, le gouvernement, parce que sous la coupole des anciennes lois sur la décentralisation, la construction des marchés, des écoles, des centres de santé et autres, la relevait des collectivités locales. Et donc, on se posait la question de savoir, mais qu'est-ce que l'État central vient chercher dans la construction d'un marché, par exemple? Et donc, le gouvernement avait estimé qu'il était capable donc de mobiliser les ressources qu'il fallait. Et je me suis demandé, est-ce que ce n'est pas une crise de confiance? Pourquoi ne pas transférer les ressources et les compétences pour que les communes l'exécutent? Mais avec ce qui a été fait là, je constate qu'en réalité, le gouvernement avait bien raison de prendre à bras le corps l'exécution de ces projets parce que à travers ces communes-là, vous voyez les infrastructures marchandes telles que c'est réalisé, c'est du beau et puis cela entre à l'actif du gouvernement. Et donc, au-delà de ces marchés, je crois que la descente du chef de l'État pour contrôler l'effectivité, l'évolution du chantier entre en droite ligne, donc toujours de l'objectif de faire accélérer les choses pour pouvoir rapidement atteindre les objectifs. Quel regard jetez-vous sur ce projet majeur de l'actuel exécutif, le pôle agroalimentaire du Grand Okoué? Je crois l'un des objectifs tels que communiqués par le gouvernement en son temps, c'est de désengorger Cotonou et principalement au regard donc de la modernisation, au regard des différents incendies qui sont intervenus au niveau du marché international d'Antokpa, et que ce qui est en train de se faire dans la ZOPA à Abomey-Calavi doit tenir compte de toutes les normes en matière de sécurité, les normes sanitaires et tout. Et donc, si le gouvernement a pensé à cela, non seulement ça va désengorger Cotonou, mais cela permettra aussi aux commerçants de trouver un cadre idéal plus approprié aux affaires et ce qui se fait là et qui entre dans le programme d'action du gouvernement, mais je pense que c'est pour le bien des populations en général et notamment pour le monde des affaires et que cela participera de la dynamique de la promotion de l'économie locale aussi. Vous avez vu les images de la descente du chef de l'État au marché de Gros, d'Abomey-Calavi. Quelle appréciation vous en faites? Bon, je trouve que le président... Les différents compartiments, la construction, l'architecture... Je me suis demandé peut-être si le président a eu peut-être des informations sur lesquelles il a voulu lui-même faire le déplacement pour vérifier, ou que cela lui plaît de faire la descente pour contrôler un peu comment les choses évoluent. Oui, maintenant, pour ce qui concerne l'architecture, je pense que la maquette avait été déjà communiquée à l'entame de l'exécution de ce projet et je pense que les populations aussi ont eu le temps d'apprécier. Les différents acteurs qui sont concernés ont été associés. Je pense que si à la finition ce chantier entre dans la réalité, cela doit être un bon joyau pour la commune d'Abomey-Calavi, pour le monde des affaires, au bénéfice des populations en général et pour ceux qui, les commerçants qui seront appelés donc à animer ce centre commercial. Ce que moi personnellement j'apprécie, c'est que cela tienne compte, là je ne parle pas seulement de marchés de gros, mais quand je prends en compte les marchés secondaires qui ont été construits dans beaucoup d'arrondissements ici à Cotonou, cela répond à certaines normes, ce qu'on n'avait pas l'habitude d'observer dans les marchés qui, par le passé, notamment surtout les normes de sécurité incendie. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que
de temps en temps, on apprend que dans tel marché, le feu a dicté sa loi, ainsi de suite. Et donc, la construction de ces nouveaux joyaux tient compte des normes de sécurité incendie. Que avant, par exemple, lorsque vous vous rendez dans le marché de Ologede à côté de la mairie de Cotonou, là, et vous allez constater lorsque vous passez par derrière que même du point de vue sanitaire, il y avait de véritables problèmes qui se posaient. Lorsque vous allez dans le marché de Saint-Michel aussi, c'est pareil. Et maintenant, avec les nouveaux joyaux, je pense que toutes les dispositions en matière donc, sanitaire, les toilettes sanitaires, les boutiques qui répondent aux normes, les normes de sécurité incendie et tout ça participe de la sécurité des opérateurs qui auront à faire leurs échanges au sein de ces marchés. Il va falloir aussi faire un travail de sensibilisation à l'endroit de nos bonnes dames afin qu'elles puissent réellement pouvoir s'adapter à ce type de marché. Bien sûr que oui, parce que vous savez, le développement aussi a un coût. Lorsque vous sortez de ces hangars précaires à intégrer ces nouveaux joyaux, ces nouvelles boutiques telles que construites avec les normes de sécurité sanitaire et tout, je pense que ça ne pourra plus être au même prix. Et la sensibilisation qu'il y a à faire, non seulement d'abord de faire comprendre aux opérateurs que, au regard de l'investissement qui a été fait, il va falloir accepter qu'il y ait une certaine révision des coûts. Et au regard aussi de ce que l'État a investi pour que, dans le temps, qu'on puisse constater que par rapport à la sécurité et tout, que nous n'avons plus à attendre aussi fréquemment qu'il y a des incendies dans nos marchés. Il faudra aussi mettre le curseur sur l'aspect hygiénique. Oui, sensibiliser aussi les usagers à ce que l'entretien de ces lieux soit une priorité. Et je crois, si je tiens compte de la pratique du gouvernement, je crois que les volets concernant l'entretien courant, l'exploitation et tout ça, si le gouvernement pouvait contracter avec des entreprises privées pour prendre en charge tout ceci. Parce que si on laisse ça à la charge des usagers, des marchés, ça risque de ne pas prendre. Mais lorsqu'on confie ça à des opérateurs privés, je parle par exemple de l'entretien courant régulier, je parle par exemple de la veille sécuritaire et tout. Je pense que les échanges commerciaux pourront se faire dans un cadre assaini, et ce qui préserve aussi d'une part la santé des usagers. Et je crois que ce sont de belles actions. C'était tout un chapelet de visites pour le chef de l'État. Il s'est également rendu à Alada pour apprécier le niveau d'avancement ou la construction de la caserne militaire. Il était également à Ouida pour apprécier l'évolution des travaux, des logements destinés aux militaires. Oui, tout ça, ça rentre dans l'action du gouvernement. Le président de la République est le chef du gouvernement. Donc, s'il trouve à un moment précis qu'il est important d'aller constater de visu lui-même comment les chantiers évoluent, je pense que c'est une bonne chose. S'il y a des recommandations à faire, ou bien si entre-temps il avait des instructions à donner dans un sens ou dans un autre pour l'avancée rapide, ou s'il y avait des choses à corriger, je pense que le président de la République il peut se déplacer n'importe où pour vérifier ce que l'État est en train de faire sur place. Le moins qu'on puisse dire est qu'on n'assiste plus aux poses de première pierre. C'est quand les projets prennent véritablement corps et forme que le chef de l'État descend sur le terrain pour apprécier. Oui, les populations ne souhaitent que ça. Les populations ne souhaitent que ça. Et on constate que, bon, lorsque c'est engagé, c'est que c'est fait. Lorsque c'est engagé, c'est en cours. Et on peut voir, on peut constater. Donc les populations ne souhaitent que ça. Les populations n'ont jamais voulu qu'il y ait des éléphants blancs dans le pays. Donc chaque gouvernement avec sa pratique. Et le marché de gros de Akasato, les autres marchés secondaires, le chantier que vous avez cité tout à l'heure, tous ces chantiers-là sont inscrits au programme d'action du gouvernement. Donc le chef du gouvernement, il est le premier responsable, donc il veille à l'exécution effective. Donc si les informations lui remontent et qu'il estime qu'il faut faire une descente sur le terrain pour constater par lui-même, je pense que c'est à son actif. Un mot sur la caserne militaire d'Alada. Donc ce projet aussi, je crois, ça répond aux normes
telles que communiquées par le gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui détient les données techniques, telles que communiquées par le gouvernement, que ça réponde aux normes et que cela participe aussi de l'amélioration du cadre de vie et du cadre institutionnel de formation et d'hébergement des forces armées béninoises. Voilà. On va s'intéresser à présent à un autre sujet, sur un autre registre. Le 20 mars dernier, c'était la journée internationale de la francophonie, une célébration axée cette année sur la promotion des contenus culturels. La langue qui nous intéresse ici, c'est l'avenir de cette langue française face aux réseaux sociaux, une langue française maltraitée sur les claviers, une langue française dénaturée au bout des clics. Bon, ça dépend, sinon que... Ou bien vous voulez parler de la pratique qui a cours avec les abréviations ou autres, oui, mais bon, les abréviations, vous savez, à l'école, souvent, c'est interdit de faire des abréviations parce que vous allez voir les élèves qui sont habitués aux abréviations et il lui arrive très souvent et très facilement au cours d'un devoir ou d'une interrogation de faire des abréviations avec des mots et puis c'est sanctionné quand même. Et je pense que dans le cadre de la promotion, la francophonie a été créée, c'est pour faire la promotion de la langue française. Mais la promotion de la langue française aussi, et vous savez aujourd'hui, il y a un contexte international. Et aujourd'hui, la langue française n'est pas la seule langue où j'allais dire n'est plus aussi prioritaire aujourd'hui que par rapport à certaines langues, par exemple l'anglais. Et cela ne veut pas dire que le français doit disparaître, parce que la francophonie fait l'effort de faire davantage la promotion de la langue française. Et je vous apprends que la langue française est la langue même d'ailleurs la plus compliquée, contrairement à ce que nous croyons, parce qu'en réalité c'est parce que très tôt, pour nous autres qui sommes dans des États francophones, c'est parce que très tôt, on nous met déjà dedans que pour apprendre, par exemple, d'autres langues après, par exemple, comme l'anglais, on estime déjà à l'école que l'anglais était difficile, mais en réalité, l'anglais est plus facile à manipuler que le français. Et en anglais, il y a des mots qui ne changent pas comme ça. Mais en français, un mot peut changer, peut avoir un sens selon le contexte, selon que vous utilisez le mot dans un contexte donné, et ainsi de suite. Voilà. Alors quand vous voyez les jeunes communiquer sur les réseaux sociaux en ne respectant pas forcément les règles d'orthographe, de grammaire... Oui, si vous choisissez de pratiquer une langue, c'est que vous êtes tenu au respect des règles. Et dans l'univers numérique, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de règles pratiquement. Non, moi je pense que c'est la paresse qui amène à ça. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez sur votre Android, et vous avez par exemple déjà certains dispositifs qui vous aident déjà à corriger les mots, vous avez le dictionnaire, vous pouvez tout vérifier sur l'Android, mais je pense que les abréviations ce n'est pas trop bien, notamment ce n'est pas trop bien pour les élèves, les étudiants, parce que ces habitudes les amènent aussi facilement lorsqu'il s'agit des compositions ou des devoirs. Donc, de faire des abréviations dans les tests de composition. Et puis, voilà. N'est-ce pas l'un des facteurs qui justifie la baisse du niveau en français? Ça contribue aussi un peu à ça. Parce que le professeur ou l'enseignant qui est chargé donc de corriger la copie lorsqu'il y a des abréviations, il sanctionne ça avec le bic rouge. Parce que lorsque vous faites une abréviation, on n'est pas censé savoir quel est le mot que vous êtes en train d'abréger comme ça. L'enseignant qui corrige la copie ne peut pas faire cet exercice de rentrer dans votre esprit pour savoir ce que vous avez envie de dire. Donc, ce n'est pas trop bien. Et en matière de correction aussi, ça peut être considéré comme un code ou un signe. Et donc, en matière de lutte contre la fraude, pour ce qui concerne les examens, c'est aussi sanctionné. C'est pourquoi il est déconseillé totalement aux élèves et aux étudiants donc, de faire des abréviations sur les copies de composition de devoirs. Mais pour ce qui concerne, c'est parce que certains sont habitués à faire ces abréviations-là aussi rapidement lorsqu'il s'agit des tests, des messages qu'il faille envoyer par SMS ou par WhatsApp à des amis et autres. Donc cette habitude entre facilement dans la pratique des apprenants, ce qui n'est pas bien. À votre avis, Qu'est-ce qu'il faudra faire pour sauver l'âme de cette belle langue?
Non, parce que déjà au niveau de la francophonie et au niveau des États aussi, il y a beaucoup de choses qui se font pour la promotion de la langue française. La langue française ne va pas disparaître, même si aujourd'hui l'anglais a le vent en poupe, la langue française ne va pas disparaître. Donc déjà dans son apprentissage, dans la pratique de la langue, à l'écrit comme au parler, que notamment les professeurs de lettres puissent redoubler d'ardeur et de rigueur face aux apprenants, élèves et étudiants, et pourquoi pas aux citoyens tout court, parce que je rappelle que la langue officielle de travail chez nous, telle que consacrée par la Constitution, c'est le français. Vous êtes dans des groupes WhatsApp et autres, quand il vous arrive d'écrire, d'opiner, vous écrivez... Moi, je ne fais jamais d'abréviation. C'est pas dans mes habitudes, même pour des tests que je dois envoyer par WhatsApp ou SMS, je fais toujours l'effort d'écrire en toutes lettres pour que celui qui lit puisse me comprendre aussi facilement. Je ne suis pas habitué aux abréviations parce que je n'aime pas. Parce que c'est que vous obligez votre interlocuteur à se mettre à décoder votre message. Parfois, il n'a pas votre temps. Partagez-vous le point de vue de ceux qui estiment qu'on peut pardonner les fautes sur les réseaux sociaux? Normalement, pour quelqu'un qui se prend au sérieux, lorsque vous écrivez un texte que vous voulez envoyer à quelqu'un, ce que vous écrivez et qu'on lit, c'est un peu comme votre image. Quand vous écrivez un texte avec plein de coquilles, je ne sais pas si c'est parce que moi je suis journaliste que ça me fait ça. Moi, je me sens très mal lorsque j'écris un texte et qu'on découvre une coquille dedans. Ça me fait très mal. Donc, avant de finaliser, d'envoyer, relire et faire attention si tout ce qui est là est bien écrit et que cela respecte les règles avant d'envoyer. Maintenant, si par aventure une coquille intervenait peut-être par faute du clavier ou bien parce que vous êtes pressé, ça peut se comprendre. Mais quand on lit le texte, on doit comprendre que vous êtes dedans. Mais on ne peut pas tolérer que parce qu'il y a ces moyens de communication aujourd'hui, qu'on se permette donc de violer les règles de la langue. Ce n'est pas bien. Lisez-vous souvent les commentaires des jeunes par rapport à l'actualité, au showbiz, à la culture? Oui, c'est tout ça qui crée les problèmes aujourd'hui. Et ça se transpose aussi facilement à l'école et à l'université où ces mêmes jeunes-là n'arrivent pas à faire la différence entre ce qu'on tape sur le clavier de son Android et lorsqu'on est en face de sa copie et qu'on doit rendre un produit, et c'est-à-dire rendre l'essentiel de ce qu'on doit faire lorsqu'on est dans une composition ou dans un examen. Vous imaginez que lorsque le jeune est habitué à ces genres d'abréviations, au non-respect des règles de la langue et tout, qu'il le fait d'habitude sur son portable Android, lorsqu'il se retrouve en face de sa copie à l'examen ou à un concours, qu'il introduise des abréviations du genre et que rien que pour ça, il peut échouer à un examen ou à un concours parce que le correcteur pourra en tenir compte pour sanctionner la copie. Parce que chaque langue a ses règles. Et je viens de vous dire que la langue française a beaucoup de règles. Vous savez que c'est en français qu'on dit que vous pouvez faire une faute de grammaire, vous pouvez faire une faute de conjugaison, vous pouvez faire une faute d'orthographe, vous pouvez faire une faute d'orthographe grammaticale, vous pouvez faire, c'est-à-dire que chaque faute a une qualification. Mais je ne pense pas qu'en anglais, il y ait autant de qualifications de fautes. Il y a beaucoup de mots en anglais lorsque vous maîtrisez ce que vous maîtrisez. On ne fait pas forcément une distinction du genre, par exemple. Voilà, donc la langue française, c'est une langue très, très, très délicate, c'est compliqué. Et donc, lorsque vous voulez pratiquer la langue, vous respectez les règles de la langue et les exceptions aux règles de la langue. Voilà, donc je pense que, étant donné que chez nous ici, nous sommes un État francophone. Il est écrit dans la Constitution que la langue officielle la langue officielle du travail, c'est le français. Et cela veut dire que, normalement, tous ceux qui ont un certain niveau et qui occupent une certaine position dans la société, enseignants, étudiants, des cadres, on doit faire l'effort de faire les rédactions en respectant les règles. Et qu'il n'est pas quand même bien que parfois, vous tombez même sur des courriers administratifs dans lesquels vous découvrez des coquilles et vous vous demandez comment on a pu finaliser tout ça à toutes ces étapes-là
pour qu'il y ait encore ces cookies. C'est pareil hein, pour nous autres journalistes. Parfois, vous finissez l'édition d'un journal et puis il y a une grosse faute qui apparaît à la une du journal, très visible, et puis ça échappe à l'attention de tous. C'est pourquoi il est important pour des rédactions, certaines rédactions par exemple, il y a certaines rédactions par exemple carrément qui recrutent quelqu'un pour faire la correction de tout avant que, mais cela a un coût. Toutes les rédactions n'arrivent pas à engager véritablement quelqu'un qui se charge de faire ce travail. Lorsque vous n'avez pas les moyens de recruter quelqu'un pour le faire, et ce serait très bien que le rédacteur en chef soit quelqu'un qui ait un bon niveau, un niveau acceptable dans la manipulation de la langue, pour que déjà à son niveau, lorsqu'il y a une centralisation de tous les papiers, que déjà lui-même, il puisse relire et veiller à ces fautes-là. Parce que lorsque l'écrit ou la publication, ce que vous rendez public, ça peut tomber dans les mains de n'importe qui. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Les écrits restent. Vous pouvez faire une publication qui peut se retrouver, par exemple, sous la lecture du président de la République. Un professeur à l'université peut tomber sur vos écrits. Et donc, ce que vous publiez, ça tombe dans les mains de n'importe qui. Un ministre peut retrouver le journal quelque part et décider donc de lire. Et donc, on commence par lire votre article qu'il y a déjà. Vous portez déjà entorse à la langue. Parfois, ça choque. Et ça ne permet pas au lecteur de continuer la lecture pour saisir la quintessence du message que vous avez envie de faire passer. Donc la promotion de la langue française passe forcément par l'observance d'abord des règles. Et que les jeunes, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les nouveaux médias, c'est trop facile de faire des abréviations, d'envoyer des textos. Lorsque la personne veut écrire avec, la personne écrit AVC. Et AVC, c'est pas avec. Donc, on dit t'inquiète et on met TKT, des choses comme ça. Je t'en prie, JTP. Bon, et puis, les jeunes sont habitués à ça. Et puis, il lui arrive facilement aussi, lorsqu'il est en composition, d'écrire de pareilles choses sur la copie, ce qui est sanctionné. Donc, comme nous sommes un État francophone, nous devons en réalité veiller à ce que la promotion de la langue française, même si nous avons l'anglais à côté, que le français ne soit pas aussi massacré. Michel Aounon, merci. Je reste avec vous. Je vous embarque pour la Russie. C'est dans la rubrique Interactu. La CPI a lancé un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine pour les exactions commises en Ukraine, notamment sur les enfants ukrainiens. Appréciation? Bon, moi... Chose curieuse, la Russie n'est pas partie prenante du statut de Rome. Oui, bon. C'est une préoccupation quand même. Parce que on va se poser la question de savoir, est-ce que parce que la Russie n'est pas partie prenante du statut de Rome, c'est-à-dire l'acte ayant créé la Cour pénale internationale, est-ce que face aux exactions et face à tout ce que nous avons noté depuis que la guerre en Ukraine a été déclenchée, est-ce que parce qu'on a noté quand même que la communauté internationale se préoccupe de ce qui se passe en Ukraine. Et est-ce que un mandat d'arrêt international, la CPI, même quand nous parlons de la CPI, mandat d'arrêt international, mais Vladimir Poutine n'est pas aussi quelqu'un qu'il faut rechercher longtemps avant de lui mettre la main dessus. La preuve, depuis qu'on a agité ce mandat d'arrêt international, Vladimir Poutine est là. Donc moi, je me demande, est-ce que c'est simplement une agitation? Est-ce que le mandat sera effectivement exécuté? Mettra-t-il la main sur Vladimir Poutine? Quelle peut en être la suite? Quelles peuvent en être les conséquences? Pourrait-on observer une dégradation de la situation? Tout ça, c'est des interrogations. Mais étant donné que la Russie est un État membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, je pense que c'est un pays qui est déjà à un niveau où il va être difficile de mettre en exécution un tel mandat.
Vous avez suivi La les belle propos preuve, de Dimitri Medvedev qui qualifie cette décision du papier toilette? la belle preuve, c'est que depuis que cela a été agité, on n'a pas observé que ce mandat soit exécuté à l'encontre de Vladimir Poutine. Ça aurait été d'autres personnalités que cela aurait été exécuté. Ben, ça peut aussi avoir pour effet de montrer quand même que non seulement la communauté internationale se préoccupe de ce qui se passe, mais que cela permet à la CPI aussi de communiquer, de montrer que elle ne s'occupe pas que de Manifretin, mais qu'elle a aussi un peu d'audace pour persécuter au point de délever mandat d'arrêt international. Parlant de Manifretin, certains voient à travers cette décision du deux poids, deux mesures, eu égard à l'impunité relative des puissances occidentales. On a connu les cas d'assassinat à peine voilé de Muammar Kadhafi, de Saddam Hussein. Oui, ça peut être un moyen pour la CPI de communiquer, pour montrer, pour se faire une certaine image de ce que, bon, il n'y a pas que les Manifretins, que les gens ont l'habitude d'agiter ça dans l'opinion à l'international, mais que, bon, elle peut décider aussi de mettre la main sur une grande puissance comme la Russie, par exemple, jusqu'à des vrais mandats d'arrêt international contre Vladimir Poutine, par exemple. Dans les faits, concrètement, à quoi vous attendez? Non, moi, je veux bien espérer que le mandat sera exécuté et que dans son exécution, on puisse apprécier ce qui pourrait arriver par la suite. Donc, on va attendre pour voir jusqu'où cela pourrait aller. Mais depuis que le mandat a été agité, Vladimir Poutine est tranquille, c'est lui. Et puis, bon, vous avez écouté aussi ce que Dimitri Medvedev a dit. Donc, nous, on va attendre seulement pour voir si cela pouvait être effectivement exécuté et quelles peuvent en être les conséquences qu'on pourra noter dans ça. Mais ce qu'il faut retenir globalement, c'est que dans l'opinion internationale, les assauts de la Russie, tels que la situation se développe en Ukraine, c'est qu'on note quand même que la communauté internationale n'est pas d'accord avec ce que Vladimir Poutine est en train de faire. C'est pareil pour le cas du Bénin, parce que le président de la République du Bénin aussi s'est exprimé sur la situation dans un entretien. Et c'est pareil pour beaucoup d'autres pays. Et le président ukrainien n'a de cesse de faire le tour de l'Europe pour solliciter des secours par-ci par-là. Ça donne l'impression que il compte sur le soutien de l'Union européenne, et cela s'est manifesté effectivement par les assises qui ont permis donc de mettre à sa disposition des armements, des équipements, et de venir en aide aux populations civiles par rapport à certains dons et tout. Donc si la CPI trouve que en mettant la main sur Vladimir Poutine, la situation pourrait s'améliorer. Si c'est la solution, on appréciera en son temps. Dans ce contexte, Poutine pourra-t-il effectuer des voyages à l'étranger, lui qui d'ailleurs ne sort pas du tout. Hein. Non, est-ce que Vladimir Poutine sort? Vladimir Poutine n'a même pas l'habitude de sortir. Ça veut dire que pour exécuter ce mandat, il va falloir se rendre en Russie pour lui mettre la main dessus. Et c'est pourquoi je dis qu'on va attendre pour voir la suite. Parce que Vladimir Poutine ne sort pas souvent, n'a pas l'habitude de voyager, de faire le tour des continents. Donc, il faut bien trouver la personne pour lui mettre la main dessus. Donc, on attend de voir la suite, c'est-à-dire voir comment la CPI pourra rendre opérationnel et exécutoire le mandat qui a été décerné contre le président russe. Le fameux mandat d'arrêt international. Bouclons la boucle avec la dernière rubrique de cette émission, les potins de la toile. Michel Aoudon, l'histoire a fait le tour des réseaux sociaux cette semaine. Un homme qui réclame 10 millions à son ex après un test de paternité négatif. Un test d'ADN. Le procès opposant les deux ex-touteurs s'est ouvert mardi dernier au tribunal de première instance de Cotonou. L'homme et son ex-amoureuse se sont fréquentés pendant 2 semaines selon l'homme qui vit en France. Quelque temps après, la jeune dame lui apprend qu'elle est enceinte et qu'il est l'auteur de la grossesse. Ayant donc des doutes sur la paternité de l'enfant, il a décidé de faire un test d'ADN qui s'est révélé négatif. Il exige un dédommagement de 10 millions. Cette somme représente, assez dit, tout ce qu'il a eu à effectuer comme dépense depuis le début de la relation jusqu'à la rupture. Vraiment, ça a tout l'air d'un fait divers, mais bon, c'est sérieux quand même.
Et des choses comme ça, c'est parce que ceci est allé dans les médias que ça peut nous étonner. Sinon, des choses comme ça se passe, hein, ça se passe régulièrement. Mais qu'on aille au tribunal pour ça? Oui, il y a des affaires comme ça au tribunal. Hein. Oui, il y a des affaires comme ça, les affaires, les trucs de ménage, les affaires de couple, tout ça. Il y en a au tribunal. Je pense que moi, j'ai vu quelques cas par le passé. C'est l'aspect dédommagement qui sort un moi, peu. J'ai vu quelques cas comme ça au tribunal. Mais l'aspect dédommagement, moi, je pense que le monsieur, ça c'est mon avis personnel, je pense que s'il réclame 10 millions de la part de son ex, je pense que c'est exagéré. C'est exagéré, première chose, mais c'est pas parce que lui réclame 10 millions que le juge aussi va apprécier. C'est pas parce que l'autre réclame des dommagements 10 millions que d'office, il faut payer 10 millions. Le juge même va apprécier. Maintenant, le problème, c'est que lorsque vous avez connu des relations sentimentales avec une femme, ce que vous dépensez, hein. Il n'est pas bienséant, ce n'est pas décent dans nos pratiques sociétales d'admettre qu'un homme fasse des dépenses sur une femme avec laquelle il a entretenu des relations et que parce que les relations se sont gâtées, reviennent dire maintenant que il faut lui restituer ce qu'il avait dépensé. Je pense que ça ne se passe pas comme ça. C'est pareil pour une femme, par exemple, qui exécute un certain nombre de dépenses avec un homme avec qui il a eu des relations. C'est pas évident. Maintenant, ce qui fait problème ici, c'est que il peut estimer donc qu'il y a un cas d'abus de confiance parce que selon les vérifications qu'il a eu à faire, que l'enfant dont on parle, il n'était pas le père de l'enfant. Vous savez, la seule chose dont on peut douter de la paternité d'un enfant, mais on ne peut pas douter de la maternité. C'est à cause de ça que la loi a disposé que, au fait, la notion de patronyme vient même de là. C'est-à-dire que, lorsque une femme est enceinte, quand celui qui estime qu'il est le père de l'enfant que porte la femme, lui-même fasse sa déclaration et accepte, afin qu'on puisse donner son nom à l'enfant. C'est à cause de ça que l'enfant doit porter son nom. Donc, même si on ne met pas le nom de famille de la maman, la maternité n'est pas à douter, parce qu'on a vu la femme porter sa grossesse et elle a enfanté. Donc, un enfant aussi ne se trompe pas de sa mère. Mais on peut douter de la paternité parce qu'on peut estimer qu'entre-temps, la même femme a eu des relations avec plusieurs hommes et qu'on ne sait pas à qui appartient effectivement la grossesse. Donc ça, c'est une réalité, ça peut arriver. Mais dans ce cas précis, si l'homme estime qu'il s'agit d'un cas d'abus de confiance, parce que ayant constaté plus tard qu'il n'était pas le père de l'enfant, il peut réclamer dommages et intérêts. Mais moi, je trouve que pour ce qui concerne les relations sentimentales, ce n'est pas la peine. Si ça ne tenait qu'à moi, ce n'est pas la peine. Il faut fermer les yeux dessus. Et si c'est vérifié que vous n'êtes pas le père de l'enfant, qu'on permette à la femme d'aller chercher le père. La dame qui maintient devant le juge que le monsieur est le géniteur de l'enfant? Oui, ça fait sa parole contre la parole de l'homme. Et dans cette contradiction, le juge peut ordonner qu'on fasse une contre-expertise du test qui a été effectué. Et si la contre-expertise révélait la même chose, c'est que le juge va prendre une décision dans ce sens et puis ça va être réglé. Toujours est-il que c'est des choses qui arrivent, mais personnellement, je trouve que c'est exagéré quand même de demander 10 millions de dommages et intérêts à une femme avec qui vous avez eu des relations par le passé. Pour moi, c'est exagéré. Et même si entre-temps vous aviez effectué des dépenses jusqu'à aboutir à la preuve que vous n'êtes pas le père de l'enfant, la seule chose que vous avez à faire, c'est d'exiger qu'on prenne des actes pour montrer que vous n'êtes pas le père de l'enfant et puis vous la laissez continuer son chemin. Mais quitte à réclamer de l'argent, je ne sais pas, vous avez fait quoi avec l'argent? Je ne trouve pas ça important. Et dans nos pratiques sociétales, ce n'est pas admis qu'un homme réclame de l'argent qu'il aurait dépensé sur une femme parce que vous avez dépensé, c'est parce que vous êtes dans une relation amoureuse. Donc si entre-temps les relations se gâtaient, c'est que ça s'arrête là. Vous n'allez plus dépenser après. Mais ce que vous avez déjà dépensé, c'est fini. Vous fermez les yeux dessus. C'est comme ça. Mais vous n'avez pas exigé qu'on vous rembourse parce que vous n'avez pas fait. Ce n'est pas une tontine. Et ce n'est pas non plus un dépôt à thème que vous avez effectué et que vous allez maintenant
rompre le contrat pour réclamer qu'on vous restitue ce que vous avez dépensé. On vous aura Ça, c'est compris, mon avis Michel personnel. Aonon, l'investissement dans une ça. relation amoureuse n'est pas une tontine à Ce ramasser. n'est pas une tontine, vous faites, c'est fini. Voilà. Merci à vous, Michel Aonon. Je le rappelle, vous êtes le directeur de publication du quotidien Palmarès. Boris Tougan, Merci. qui devrait être avec nous, n'a pas pu faire finalement le déplacement. Pas grave. Ce sera donc tout Merci. pour Club Média 7 de ce jour. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de l'émission. Merci à vous aussi, chers amis téléspectateurs. Portez-vous bien.